Nous allons maintenant examiner où et avec qui faire le CT. C'est-à-dire, de quoi a-t-on besoin pour le CT? Eh bien, il va falloir assurer une anesthésie générale, on a besoin d'un appareil AECT et de personnel compétent. Pour l'anesthésie générale, il est bien d'avoir tout ce qui est nécessaire pour l'anesthésie. C'est une vraie anesthésie générale complète. Il faut donc un anesthésiste informé de l'ECT. On ne peut pas juste prendre un anesthésiste généraliste sans information spécifique à l'ECT, car dans la pratique d'anesthésie générale, la situation de l'ECT est assez unique. Rien n'y ressemble. Par erreur, parfois les anesthésistes pensent que c'est comparable aux anesthésies qu'ils font pour des fibroscopies ou ce type d'intervention, ce qui n'est pas du tout le cas, car une fibroscopie dure plusieurs dizaines de minutes, un quart d'heure, 20 minutes, alors que pour l'anesthésie générale, on a besoin d'une anesthésie complète, mais qui n'a besoin de durer que 4-5 minutes. Donc, c'est assez unique. Il faut un produit anesthésique approprié au dosage approprié. C'est-à-dire qu'il faut poser la question de l'atropine, parfois, toujours, c'est un débat. En tout cas, on le verra, quand on titre, il faut toujours mettre de l'atropine. Quand on ne titre pas, l'anesthésiste peut faire comme il veut, si j'ose dire. Ensuite, les trois produits anesthésiques recommandés sont l'éthomidate, le méthoxytal et le propofol, en sachant qu'actuellement, c'est le propofol qui est largement utilisé. Et quelle que soit l'anesthésique utilisée, il doit être utilisé pour une anesthésie complète. La curérisation est indispensable, elle doit toujours être faite. Il n'est absolument pas concevable de faire un ECT sans curérisation aujourd'hui. Et le produit le plus adapté, du fait de sa durée d'action très courte, c'est la succinylcholine à dose suffisante pour faire une vraie curarisation. Et ensuite, il faut tout le matériel, évidemment, pour monitorer le patient, son endormissement et, bien entendu, de quoi le réanimer en cas de problème. À côté de tout ce qui concerne l'anesthésie, vous avez l'appareil AECT. Bon, évidemment, il faut un appareil AECT, il faut qu'il soit conforme et approuvé. Les appareils aujourd'hui sont des appareils à courant rectangulaire, bref, pulsé, et ils doivent intégrer un monitoring EEG, puisque, comme vous allez le voir, ce sont sur des paramètres EEG que l'on va s'appuyer pour déterminer si l'ECT a été fait d'une façon optimale ou pas. Et enfin, il faut du personnel formé à l'ECT. Alors ça, c'est une grande question. Qu'est-ce qu'une formation appropriée à l'ECT? Eh bien, par exemple, la création de ce diplôme interuniversitaire pratique et théorie de l'ECT, la RTMS et technique de neuromodulation cérébrale, est fait pour cela, mais il n'est pas obligatoire, il n'est pas opposable pour faire des ECT. Donc, c'est à chaque responsable d'unité ECT de s'entourer du personnel compétent et, si besoin, d'assurer la formation des personnels. Enfin, la question de où pratiquer l'ECT est une question importante pour laquelle il y a différentes réponses possibles suivant les situations et dont ce n'est pas forcément facile. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il y a évidemment les contraintes de l'anesthésie générale. Donc, on peut penser à un lieu approprié à l'anesthésie générale, comme un bloc opératoire, une salle d'urgence ou une salle de réveil. Ça, c'est très bien du point de vue de l'anesthésiste. Mais l'ECT étant pratiqué sur des personnes avec des maladies psychiatriques, étant les indications principales, on peut discuter d'un lieu qui soit accessible et adapté aux pathologies à qui on va pratiquer l'ECT. Et donc ça, c'est plutôt un service de psychiatrie.
Il y a aussi la question d'un lieu adapté aux psychiatres, puisque souvent les horaires des psychiatres et des anesthésistes ne sont pas les mêmes. En pratique, et boutade mise à part, si les ECT sont fréquents, le mieux est plutôt d'adapter un lieu qui répond aux contraintes de l'anesthésie générale à proximité des patients, c'est-à-dire dans un service de psychiatrie, plutôt que d'avoir une noria d'ambulance qui déplace les patients vers un lieu approprié à l'anesthésie générale où il n'y a pas les patients. Voici un exemple que nous avions monté avec le professeur Quignol, donc il y a une trentaine d'années maintenant, avec la mise en place d'un espace d'accueil, puisque une unité ECT doit être conçue comme un dispositif ambulatoire, accessible à des patients hospitalisés par ailleurs dans l'établissement où elle se trouve, mais qui puisse aussi accueillir des patients qui viennent directement de chez eux. Donc, il faut un espace d'accueil, il faut un espace du traitement qui puisse combiner à la fois les contraintes de l'anesthésie et les contraintes de la machine ECT, la pratique de l'ECT de façon optimale. Un espace de transition vers la salle de réveil qui doit être suffisamment doté pour répondre au rythme du traitement. En effet, il y a des circulations de flux qu'il est important de gérer et d'anticiper. Un ECT en moyenne prend environ un quart d'heure, il est difficile de faire moins, et quand on fait un peu moins, on va avoir des périodes où il faut un peu plus, donc environ un quart d'heure, et la surveillance post-ECT doit être d'1 heure. Donc, il faut, du coup, si on fait plus de 4 CT dans une session, il faut au moins 5 espaces de réveil, 4 à 5 espaces de réveil pour que le rythme de traitement puisse se maintenir, 4 patients à l'heure, mais la sortie de l'unité n'est que de 1 patient à l'heure. Donc, à tout moment, il faut pouvoir avoir 4-5 patients sur place. Et si un patient a besoin d'une surveillance un peu plus longue, il faut avoir ces espaces de sécurité.